Je crois qu'il faut rendre justice à Garaudy. Il a été l'un des principaux philosophes français du XXe siècle. Il a été une composante essentielle du paysage politique. Non seulement il a été député du Tarn d'abord, puis de Paris, avant d'être élu sénateur. Il a été vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été président de la commission de l'éducation nationale à l'Assemblée. Il a, quand on lit ses mémoires, on est frappé du nombre incroyable de gens qu'il a connus. Il a connu tous les grands dirigeants du monde entier. Moi, je suis choqué par ce fait que l'on traite des gens qui ont été importants dans l'histoire des idées comme s'ils n'avaient pas existé. Comme si tout ce qu'ils avaient produit, pensé, imaginé, conceptualisé, publié, était quantité négligeable. C'est ça qui, dans le cas de Garaudy, est fondamentalement anormal, quelle que soit l'explication qu'après on peut en donner. Ce qui m'a beaucoup frappé quand Garaudy est mort, c'est la façon dont on a rendu compte du personnage et de sa carrière. Garaudy est mort très âgé, il aurait 99 ans, je crois, cette année, donc quasiment centenaire. Alors, lorsque Garaudy est mort, on l'a présenté effectivement comme un personnage scandaleux, et en focalisant, en quelque sorte, sur les polémiques auxquelles il avait été mêlé à la fin de sa vie, notamment au travers de ses critiques très vives de la politique israélienne. Et on a fait l'impasse sur ce qui était une œuvre considérable, que moi j'ai analysé, tout au contraire, essentiellement en historien des idées. Garaudy a écrit près d'une centaine de livres, il a écrit des romans, des pièces de théâtre, des essais, des livres de philosophie. C'était fondamentalement un philosophe, et on ne peut prendre, à mon avis, la pleine mesure de ce qu'il était qu'en ayant un minimum de connaissance de son œuvre. Il avait publié, vous vous en souvenez certainement, un livre qui s'appelait De l'anathème au dialogue, un livre qu'il avait fait paraître à l'époque où il était encore l'un des grands philosophes officiels du Parti communiste. Bon, il y avait cette ouverture chez lui, incontestablement. Il avait eu un parcours qu'on a souvent décrit comme un peu ondoyant, n'est-ce pas, hein? Et en réalité, je crois qu'il y avait une énorme continuité chez lui. On a souvent dit, bon, Garaudy, il était né dans un milieu très modeste, son père était parfaitement athée, sa mère était catholique, à 14 ans, il devient protestant, à 20 ans, 1933, il devient communiste, après il va redevenir chrétien, puis il va se convertir à l'islam, etc. Alors on dit, c'est un peu bizarre comme itinéraire. Et je me souviens très bien que Garaudy disait, je n'ai jamais rien renié, simplement j'ai éprouvé certaines limites et j'ai voulu aller au-delà. Et cet effort de conciliation est quelque chose qui a été, je crois, très fort chez lui. Alors évidemment, quand on regarde les choses aujourd'hui, on s'aperçoit que tout de suite après la guerre, lorsque, après avoir été libéré de ce camp d'internement de Vichy, où il avait été mis sous l'occupation, il commence à prendre des fonctions très importantes. Il avait été remarqué par Maurice Thorez. Il s'était lié de très près à un autre dirigeant communiste qui était André Marty. Il rentre dès 1945 au comité central du Parti communiste. Il va rentrer ensuite au bureau politique. Il va devenir le principal animateur du Centre de recherche et d'études marxistes, qui était une filiale du Parti communiste. C'est lui qui organise à cette époque-là les fameuses semaines de la pensée marxiste, où j'ai assisté à plusieurs reprises. Il avait comme adjoint Gilbert Muri, qui est devenu maoïste de son côté. Et il y a eu une période incontestablement où, pour employer ses propres termes, il était stalinien de la tête aux pieds. Hein. Oui, j'ai été stalinien, de la tête aux pieds. Être stalinien, c'est avoir la certitude que l'on appartient à un parti qui détient la vérité. Et comme tel, être responsable dans ce parti, c'est se considérer comme un fonctionnaire de l'absolu. C'est-à-dire investi de cette mission d'apporter aux masses, du dehors et d'en haut, la conscience révolutionnaire et la vérité. Et bien dans cette perspective, avec la meilleure foi du monde, vous devenez nécessairement un inquisiteur. Comment je suis devenu stalinien? En 1933,
c'est-à-dire quand j'arrivais à l'âge d'homme, la grande crise commencée en 1929 aux États-Unis déferlait sur l'Europe et sur le monde, c'est-à-dire 70 millions de chômeurs et des milliards de richesses détruites. C'était aussi le moment où Hitler arrivait au pouvoir. Et c'était aussi en Union soviétique le décollement lyrique des grands plans quinquennaux, un peuple qui sortait de l'arriération, qui arrivait à l'indépendance nationale. Alors, nous sommes devenus manichéens. Le monde était pour nous, nous avions 20 ans, tout en noir et tout en blanc. D'un côté tout le mal, de l'autre côté tout le bien. Et puis, quelques années après, c'était 39, avec en 40 la trahison évidente de la classe dominante en France. Et dans les camps de concentration où j'ai vécu, ou dans les prisons, quelques 33 mois, nous avions une certitude et une espérance. Quand l'armée de Staline avançait, nous avions cette certitude que notre liberté avançait avec elle. Ceci m'a renforcé dans mon stalinisme. Nous avions aussi la certitude que tout ce qui à cette époque aurait affaibli l'Union soviétique et Staline aurait renforcé la domination sauvage d'Hitler. Et à cette époque, les communistes n'étaient pas les seuls à comprendre cela. Après la libération, devenu député du Tarn, j'ai eu l'occasion de faire l'expérience exaltante de ce qu'il y avait de plus beau dans le Parti communiste français, c'est-à-dire le courage et le sacrifice, le dévouement de ses militants. Par exemple, nous avons, par un travail volontaire, gratuit, remonté la verrerie ouvrière créée par Jaurès dans le Tarn. Et puis, j'ai eu cet honneur qui a été une des grandes joies de ma vie, d'être l'un des dirigeants de la grève des mineurs de Carmaux. Et pour moi, c'est une expérience unique, une expérience, le rapprochement peut vous paraître étonnant, mais une expérience semblable à celle des prêtres ouvriers. Pour la première fois, je voyais de quelle richesse humaine, de quelle qualité humaine le mouvement ouvrier était porteur. Si l'on prend ces grands livres de philosophie, même de cette période-là, je pense à sa thèse parue en 1953 aux presses universitaires de France, qui s'intitulait « Théorie matérialiste de la connaissance », à son livre sur la morale marxiste, « Qu'est-ce que la morale marxiste » qui était paru en 1963, ses livres sur Marx, Lénine, l'évolution du communisme. Il y a évidemment des passages qui ont vieilli et mal vieilli, c'est inévitable, il le reconnaissait lui-même. Mais il y avait là des livres solides. Et je suis absolument stupéfait, et là je parle vraiment en historien des idées, de voir que tout ça est passé à la trappe quand il est mort. Pour moi, le parti, c'était à Carmaux des ouvriers mineurs dont les luttes et le travail quotidien lui-même étaient un héroïsme. Et à Paris, pour moi, le parti, c'était Paul Langevin, c'était Paul Éluard, c'était Aragon, c'était Jean Lurçat. Après ça, j'ai eu la chance d'aller en Union soviétique comme correspondant d'humanité, comme préparant ma thèse de doctorat sur la liberté. Et c'était une expérience extraordinaire. D'abord, j'ai rencontré Staline, sous une forme où je ne l'attendais pas. J'avais vu à la télévision Hitler, à Nuremberg, tout seul, rageur. J'avais vu des images de Mussolini avec son menton sur la loggia de Venise. Et là, je voyais un homme qui avait la figure d'un bon paysan français, d'un père de famille, toujours au milieu de ses compagnons, du moins public. Je ne l'ai jamais vu avec des décorations, sauf sur les photographies, au milieu des autres, très fraternel. Et après cela, j'ai eu la chance de vivre en Union soviétique dans les années qui ont suivi la mort de Staline, c'est-à-dire dans cette période heureuse et malheureusement unique, où il n'y avait pas en Union soviétique un seul prisonnier politique. C'est dans ces conditions que j'ai eu l'occasion d'être à plusieurs reprises l'hôte familier de Khrouchtchev. Le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique et le rapport Khrouchtchev marquèrent pour moi le tournant des rêves.
pour moi et pour beaucoup d'ailleurs, est le commencement d'une révision déchirante. J'ai cru d'abord que c'était Thermidor. Et dans la critique, nous avons d'abord bégayé. J'ai fait sous la présidence de Maurice Thorez la première critique des erreurs philosophiques de Staline. Et nous étions très timides. Nous n'avions pas vu que l'erreur fondamentale, c'était la prétention d'apporter la conscience révolutionnaire du dehors et d'en haut. Et quand j'ai voulu le crier au 19e congrès de notre parti, alors j'ai été exclu de la communauté qui pendant 37 ans avait apporté la joie et la fierté de ma vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat dans ce pays, c'est-à-dire qu'on ne parvient plus à échanger rationnellement, normalement, des arguments. Si quelques faiseurs d'opinion ont décrété que vous sentez le soufre, bon, à ce moment-là, vous êtes marginalisé, délégitimé, et on ne vous envoie pas dans des camps, mais on vous condamne à la peine de mort civile. محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اوذيت في الله لم تهزم ولم تهني اوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Toute sa philosophie est basée sur une chose, que l'Occident n'accepte pas. Il a toute sa vie milité contre le monopole de la vérité prôné par l'eurocentrisme. Il est contre l'eurocentrisme. Roger Garotti was obviously an important figure to start with, but he was considered to be some sort of more or less traditional communist. It's only further on we started to see that he has more dimensions, that he is a man who is always trying to push for new and new horizons. He just never stopped. Normally people, when they achieve something, they stop somewhere. He was a member of Central Committee of the Communist Party, but instead of stopping there, he went on and on until he eventually arrived to Islam, which he considered to be the last kind of form of seeking a revolution. Roger Garaudy, je l'ai connu en 69, je l'ai connu évidemment comme étudiant, comme lecteur. Je l'ai invité au premier séminaire islamique que j'ai créé en Algérie, j'ai invité le directeur du bureau le centre d'études marxistes. Chez un marxiste qu'on a trouvé les meilleurs plaidoyers pour une réhabilitation de Dieu dans la cité. En 82, Garaudy se déclare musulman, c'était au lendemain de la révolution islamique, qui fut, comme l'a dit Caspar Weinberger, le ministre de la Défense américain, il avait dit que c'est le plus grand tremblement de terre depuis la révolution communiste. Garaudy viendra à l'islam, mais il ne se convertit pas.
à l'islam. Il s'accomplit dans l'islam. Il dira, je viens avec l'évangile dans une main et le capital dans l'autre. L'islam clôturant les religions précédentes sans rien en renier, Roger Garaudy il trouve sa place. Roger Garaudy, pour moi, c'est l'un des 4 ou 5 hommes remarquables que j'ai rencontrés dans ma vie. Remarquable parce que c'est un vrai communiste, c'est un homme qui a compris le monde, qui a compris les rapports de force et qui s'est mis lui-même en péril depuis le début. Il a traité tous les sujets, c'est un grand érudit. Il a écrit 56 livres et j'ai eu comme avocat à défendre Roger Garaudy sur un procès ignoble organisé par les lobbies sionistes qui mènent la France depuis un certain nombre d'années pour l'écraser, parce que c'est un homme tellement remarquable qu'ils ont compris que c'était un homme dangereux pour leurs mensonges, pour leurs manipulations. La France est le seul pays qui a été capable de persécuter un homme politique exceptionnel du XXe siècle, Roger Garaudy, le persécuter de manière en cherchant à l'humilier. Et il faut bien reconnaître que l'appareil d'État s'est mis en branle pour porter atteinte à ce principe quand même qui est écrit dans la Révolution française, à savoir la liberté d'opinion et son pendant qui est la liberté d'expression. Le minimum d'un principe démocratique, c'est de permettre le débat et si on n'est pas d'accord, on discute. Et comme disait à la fin, je terminerai là-dessus, Roger Garaudy, en France, on ne débat pas, on appelle la police. De ma plus tendre enfance, ma mère ne me racontait pas la fable de Blanche-Neige, mais une autre histoire terrifiante. Des millions de Juifs avaient été exterminés dans des chambres à gaz en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comme si cela ne suffisait pas, les assassins convertissaient les victimes en savon sur lesquels il a posé une étiquette qui indiquait « fabriqué à partir de graisse de juifs ». Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hommage à leur mémoire. Ici sont enterrés plusieurs pains de savon à base de graisses humaines hébraïques. 6 millions de victimes de la barbarie nazie au XXe siècle. Paix à leur reste. Il est parfaitement admis par tous les historiens que cette histoire de savon est bidon. Mais en 2012 encore, et depuis plus de 20 ans déjà, la loi française interdit de répéter les arguments qui permettraient d'aller plus loin dans la recherche pour démêler le vrai du faux. Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va, hein. Pourrais-tu m'apporter la caisse qui est là-bas, s'il te plaît, Ferdinand? Roger Garaudy? Exact. Exact. Et qui est ce Roger Garaudy? Un monsieur que j'ai bien connu. C'est un homme extrêmement lucide qui s'est laissé aveugler par le cœur. L'affirmation centrale de ma vie. La politique, la création et la foi ne font qu'un. Apprendre à les saisir dans leur unité, c'est ça la philosophie. Du moins la mienne. C'est une dédicace qui t'a fait? Oui, oui, oui. Et ce Roger Garaudy, c'était plutôt un philosophe, un homme d'action?
Un philosophe qui a marqué son époque parce qu'il n'a jamais reculé. Il a été de tous les combats, c'est-à-dire des combats d'idées, mais pas seulement. C'était un philosophe témoin et un philosophe militant. J'ai connu Garaudy d'abord par ses livres. Ayant vécu dans le monde arabo-musulman, j'ai trouvé très intéressant que Garaudy pose ce problème qui n'était pas suffisamment posé il y a 20 ou 30 ans, des rapports entre les cultures. Et j'ai lu ce livre, et puis après j'ai lu son livre sur l'islam. Je crois qu'il s'appelait « L'islam habite notre avenir », il me semble. Hein. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que j'étais chargé dans l'Église des rapports entre l'Église et le monde musulman, avec les musulmans. Et j'ai trouvé que à ce moment-là, on parlait beaucoup moins de l'islam. On en parlait très peu en Europe et en France. Mais Garaudy avait très bien vu que l'islam, une grande civilisation, était en plein renouveau et qu'on allait, dans les années qui allaient venir, parler du monde musulman. Tu veux toujours tout changer. La révolution, comme l'art, a plus besoin de transcendance que de réalisme. C'est un Picasso. Tu cherches la transcendance. Tiens, regarde ces livres-là. Ça va t'intéresser. La transcendance est le postulat nécessaire de toute révolution, au moins comme possibilité de rupture avec le passé. Le déterminisme est par définition conservateur. J'ai toujours connu Roger Garaudy parce que j'ai grandi avec son image. Il était au Parti communiste avec mon père, c'est un ami à mon père, et ils ont fait la résistance ensemble. Et donc moi j'ai grandi dans cet esprit-là avec Roger Garaudy. Et je me rappellerai toute ma vie quand mon père est rentré, c'était en 1970, en disant ils viennent de virer Roger Garaudy du Parti communiste. Il nous a dit, vous savez, j'ai avalé l'intervention en Hongrie en 56, l'intervention en Tchécoslovaquie en 68, mais je n'accepterai pas l'exclusion de Roger Garaudy. J'avais déjà lu quelques-uns de ses livres, mais surtout concernant le marxisme, parce que chez moi à la maison, il n'était pas question qu'on lise des livres religieux. Un révolutionnaire? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'existe plus. En France, du moins. Une mutation historique est parfois appelée révolution, ce qui ne présente aucun inconvénient, à condition de donner à ce mot son sens plat. Une révolution, ce n'est ni une bourrasque de violence, ni un simple changement des équipes qui au pouvoir. Une révolution, c'est dans la vie d'un peuple ce qu'est une conversion dans la vie d'un individu, c'est-à-dire un changement radical des fins, des valeurs, du sens de la vie et de l'homme. Voilà ce que notre génération découvre. Et c'est exactement le message de Garaudy, qui était un révolutionnaire. Mais ce savant, ce sage, qui est superbement honoré en Espagne, a été condamné en France pour avoir tenté une dernière révolution avec un livre, simplement. Le procès de Roger Garaudy s'est ouvert aujourd'hui devant la 17e chambre correctionnelle à Paris. Roger Garaudy y est poursuivi pour ses propos dans son livre intitulé « Les mythes fondateurs de la politique israélienne ». Lors de la sortie de ce livre, il avait reçu l'appui controversé de son vieil ami, l'abbé Pierre, Florence Bouquilla et Philippe Jassin. Et de me servir des os de mes grands-parents pour me construire un business. Et ça m'a marqué à vie. Donc moi j'ai assisté à ce procès Garaudy.
J'ai aussi assisté à l'intrusion du Bétar à l'extérieur qui a tapé sur des journalistes iraniens, égyptiens, sur un intellectuel iranien qui a eu un traumatisme crânien. Ils ont attaqué des personnes. Ils étaient près d'une cinquantaine de gens du Bétar avec des casques et des massues et qui sont rentrés et qui ont frappé. Donc ce procès, c'était quelque chose que je n'avais jamais vu nulle part. Il a fondé un peu trop d'espérance sur l'abbé Pierre. Il pensait que l'abbé Pierre était inattaquable. C'était évidemment le chouchou de tous les sondages. D'ailleurs, à peine paru son livre, l'abbé Pierre déclara à la presse « Enfin, on peut dire que je n'aime pas telle musique d'un chanteur juif sans se voir taxé d'antisémite. » L'abbé Pierre, fut-il l'abbé Pierre, aura trop vite parlé puisque immédiatement après, il se voit exclu de la LICRA dont il était membre honoraire et puis se verra diabolisé, traîné dans la boue par le lobby, par les gardiens du temple qui refusent que l'on touche au tabou. Le tabou, Garaudy avait pleinement conscience que tout ce qu'il écrivait dans son livre, il allait devant les tribunaux. C'est pour ça qu'il n'y a pas une phrase dans les mythes fondateurs qui n'ait été prise dans des sources juives. Mais on fera au Garaudy un procès d'intention. J'ai eu énormément d'ennuis du fait que j'avais assisté à Roger Garaudy. Le système a consisté concrètement à essayer de le ruiner, l'humilier. Ils se sont organisés entre eux pour surmultiplier les poursuites alors qu'il n'y avait strictement aucune raison. Puis à la fin, ça montre que l'appareil judiciaire de l'État français est totalement dépendant de certains lobbies et des décisions du pouvoir exécutif. Les juges ne sont pas du tout indépendants. Il a été condamné pour, dans le cadre d'une loi qui a été faite spécialement, je dirais quasiment spécialement, pour le faire condamner, cette fameuse loi Guesso, qui malheureusement était une loi d'origine venue d'un communiste. On sait que M. Guesso était communiste. Portée à l'Assemblée, proposition de loi, que jamais les propositions de loi ne passent, portée à l'Assemblée par M. Fabius, qui est notre ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, et très contestée à l'époque. Elle a été votée fin juillet, comme ça. Alors l'hémicycle était vide. Chirac a voté contre. Un tas de personnalités françaises ont voté contre. Cette loi stipule que ce qui a été dit en 1945, personne n'a le droit de le changer. C'est spécifiquement français, ça. La loi Guesso, pour nous, intellectuels tunisiens, le paroxysme de la honte. Si les Français croient réellement à la libre parole et aux droits de l'homme, il faut que cette loi soit totalement terminée, dépassée, finie. Mais qui peut le faire actuellement? En France? Jamais. C'est spécifiquement français. Et c'est dommage. C'est dans le pays Chaillot, le 10 décembre 1948, la Déclaration des droits de l'homme a été signée. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères sœurs et chers frères, ce que l'on appelle ordinairement dans la presse le nouvel ordre international n'est en réalité qu'une forme camouflée de l'ancien désordre colonial. Et il peut nous conduire à une troisième guerre mondiale. Israël peut en être le détonateur. Et c'est là un danger mortel pour l'humanité tout entière. C'est ce que j'ai voulu dénoncer dans mon livre « Les mythes fondateurs de la politique d'Israël ». J'avais écrit un autre livre sur la Palestine, terre des messages divins, en 1982,
c'est-à-dire au lendemain de l'invasion du Liban, des crimes de guerre d'Ariel Sharon, responsable de la mort de 20 000 Libanais, comme des massacres de Chabra et Shatila. Ce livre était destiné à montrer que cette agression ignominieuse contre les résistants palestiniens à l'occupation de leur pays et contre le peuple libanais était dans la logique de la politique sioniste. Nous l'avions à l'époque montré dans un article commun avec le prêtre catholique le père Lelon, le pasteur protestant Mathieu. Nous avions écrit dans le journal Le Monde un article qui valut à son directeur Jacques Fauvet, au père Lelon, au pasteur Mathieu et à moi-même 3 procès que nous avons gagnés et qui condamnaient la LICRA, c'est-à-dire l'organisation sioniste française. Le tribunal jugeait, je cite, la critique licite de la politique d'un État et de l'idéologie qu'il inspire, en l'occurrence le sionisme, n'a rien à voir avec le racisme et l'antisémitisme. C'est tout ce que nous avions voulu démontrer avec Lelon et Mathieu. J'ai découvert son œuvre à travers un livre, Les mythes fondateurs de la politique israélienne, qu'il a publié, je pense, au milieu des années 90. Et je me suis intéressé à ce livre parce que, personnellement, je n'avais pas lu de livre de Roger Garaudy, je n'étais pas attiré, pour l'essentiel, par son passé de militant du Parti communiste. Et tout simplement, je crois que du moment qu'on critique Israël, tout simplement, même pas question de critiquer la religion ou le peuple, on critique la politique israélienne, on est automatiquement taxé d'anti quelque chose. Qu'est-ce qu'elle dit exactement, la loi Guesso? Seront punis des peines prévues par le 6e alinéa de l'article 24, ceux qui auront contesté par un des moyens énoncés à l'article 23 l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945. Le tribunal de Nuremberg? C'est pas normal. Une loi qui s'appuie sur la décision d'un tribunal de guerre, qui n'était même pas français. C'est minable, ce comportement de la justice. On a réintroduit le délit d'opinion, alors que, sur tous les sujets en France, on avait le droit de dire n'importe quoi jusqu'à ce moment-là. Exactement. C'est ce que disait Aimé Césaire. Au fond, ce que les Européens ne pardonnent pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme. Ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation de l'homme blanc et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les Koulis de l'Inde, les nègres d'Afrique. Quand j'ai posé la question à Roger Garaudy, une des dernières fois où je l'ai revu, je lui ai demandé pourquoi as-tu écrit ce dernier livre? Tu savais bien ce que tu allais provoquer. Et il m'a répondu, je voulais vous laisser quelque chose en héritage, vous les militants, parce que suite à ces livres, vous pourrez continuer. Et je pense qu'il avait raison, hein, parce que beaucoup de choses ont changé suite au livre et suite au procès. Déjà, dans le monde arabe, ils ont commencé à se poser des questions sur la société occidentale, sur notre pays, parce que la France est quand même un pays qui a dû voter une loi liberticide, la loi Guesso. C'est une honte pour la liberté d'expression et également une honte pour les chercheurs. Cette loi condamne la liberté de recherche pour les chercheurs, pour les historiens. On peut dire qu'on est d'accord ou pas d'accord, mais on doit avoir le droit de s'exprimer dans cette société. La société française est de plus en plus fermée, de plus en plus rigide sur la liberté d'expression. Et c'est ça qui nous cause problème. C'est pour ce livre-là qu'il a été condamné? Mais qu'est-ce qu'il disait de si choquant dans son livre? J'insistais aussi sur ce qui touchait à l'irrationnel, dans la version officielle de l'histoire, parce que les mythes configurent notre vision du monde. Et tous les peuples se bâtissent sur des mythes fondateurs.
Il existe dans l'esprit de millions de gens, dont la bonne foi est indiscutable, la confusion entre four crématoire et chambre à gaz. Terrifier les gens à la fin de la guerre et jusqu'à aujourd'hui, il a fallu implanter dans l'imagination collective le fantasme de la chambre à gaz, où on aurait envoyé des millions de juifs. Le livre de Garaudy, c'est une succession de faits qui sont indiscutables, référencés, et ça m'a apporté quelque chose dans la mesure où on vit dans l'irrationnel aujourd'hui. Je voudrais faire un parallèle avec une très très grande philosophe qui est Simone Veil, qui parlait du terrorisme. Simone Veil, qui est morte en 1943, avant la création de l'État d'Israël, avait dit dans une correspondance qu'elle avait avec sa biographe, qui s'appelait Simone Peterman, avait dit une chose qui me semble tout à fait fondatrice, si vous voulez, de ma vision personnelle des choses. À savoir que le terrorisme d'État était infiniment pire, infiniment pire que le terrorisme dû à des actions d'individus irresponsables. Je trouve que ça résume absolument tout dans la politique actuelle. Parce qu'on va monter en épingle des événements dus à des individus irresponsables qui sont en souffrance, qui ont souffert par suite d'une politique d'État terroriste, et c'est exactement une inversion de ces valeurs-là que l'on nous présente aujourd'hui à la télévision. Je crois que ça, Garaudy l'avait parfaitement compris 20 ans à l'avance. Mais ce sont les Américains qui ont exterminé les Japonais par le feu avec Nagasaki et Hiroshima. Si l'on s'en tient à la loi Guesso, l'humanité, quand on parle de crime contre l'humanité, ça ne désigne que les juifs qui furent victimes du nazisme. Autant dire alors que l'humanité a perdu son sens. Tu sais, Roger, ils auraient inventé n'importe quoi pour te discréditer. Tu déranges trop, aussi bien à droite qu'à gauche. Ce que je nie, ce que je combats, c'est la volonté de ne retenir qu'une seule catégorie de victimes et de biaiser tout le langage pour masquer ce mépris des autres. Ce que j'ai nié, c'est que le tribunal de Nuremberg puisse être considéré comme faisant jurisprudence et servir de critère de la vérité historique, alors que tant de révisions savantes avaient montré combien avaient été faussées ces délibérations et ces procédures. J'écoutais la mer dans le coquillage que m'avait donné un pêcheur. Il me disait qu'on y entendait la mer. J'ai mis un demi-siècle à l'entendre, à me sentir un avec le tout. Nous pensons apporter une contribution à la lutte pour une paix véritable, fondée sur le respect de la vérité et de la loi internationale. Il a d'ailleurs publié un autre livre centré sur les mythes fondateurs, ceux des États-Unis, Avant-garde de la décadence. Dans celui-ci aussi, il montre comment une doctrine politique funeste, celle de l'impérialisme US, prétend se justifier avec des arguments censément religieux, c'est-à-dire en fait rattachés à des dogmes qui naissent de la lecture littérale de la Bible. Dans mon livre Le terrorisme occidental, qui est mon testament spirituel, mon objectif reste le même, montrer l'imbrication entre le religieux et le politique. Lutter contre l'hégémonie basée sur l'usurpation et la falsification. Les intégrismes, générateurs de violence et de guerre, sont une maladie mortelle de notre temps. Et Garaudy les a tous combattus, sans exception, avec bien plus d'imagination que ses contemporains. Il faut que sa mémoire et sa présence restent vivantes. Et je pense que notre responsabilité est vraiment de dire qui a été Roger Garaudy. Parce que actuellement, en France et au-delà, dans les pays européens, on le condamne et on le critique sans vraiment le connaître. Et je pense que Roger Garaudy a apporté beaucoup d'éléments de réflexion très importants pour nos sociétés européennes et qu'on aurait besoin de l'entendre. Alors, ce qui est désolant, c'est qu'en France, notre pays, il devrait y avoir un débat libre
la liberté d'expression, où chacun puisse exprimer son point de vue. Or, actuellement, on en est arrivé au temps que on ne veut pas entendre Garaudy, on l'empêche de parler, les médias et même les milieux intellectuels veulent l'ignorer et le rejeter, alors qu'il pourrait et il devrait participer au débat intellectuel et spirituel. Alors, j'espère qu'avec le temps, l'histoire corrigera cette faute. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que des grandes voix sont rejetées. Vous savez, depuis toujours, les gens qui vont à contre-courant ne sont pas compris. On a vu ça tout au cours de l'histoire, ça remonte à Socrate. Pensons aussi aux prophètes, à tous les grands prophètes, aussi bien les prophètes bibliques que le Christ, que le prophète Mohammed, et toutes les grandes voix, en particulier ou les voix philosophiques ou religieuses qui ont rappelé des vérités fondamentales, ont souvent été incompris, rejetés, persécutés même. Eh bien, moi, je pense que Garaudy, à certains points de vue, est persécuté. Et nous avons à défendre nos identités, depuis la culture jusqu'à l'économie, contre l'intégrisme niveleur des prétendants à la domination mondiale par le seul jeu du libre-échange, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le libéralisme, c'est la liberté pour les plus forts de dévorer les plus faibles, en faisant du marché, c'est-à-dire de l'argent, le seul régulateur des relations sociales. Nous refusons donc cette vision de l'homme, et c'est par là que je voudrais conclure, cette vision du monde sans l'homme, d'une vie sans projet ni signification humaine, et il s'agit de nous unir pour construire ce monde un, riche de sa diversité, assuré de son avenir, par la convergence de l'histoire, des cultures, de la foi de tous les peuples, nourri de l'expérience de ces cultures, animé par le projet commun de donner à chaque femme, à chaque enfant, à chaque homme, quelle que soit son origine et sa tradition propre, tous les moyens de déployer pleinement toutes les possibilités humaines que Dieu a mises en lui. Je voudrais en concluant vous dire que ceci n'est pas... C'est difficile, cette voie du boycott des États-Unis, mais ce n'est pas une utopie. Et je voudrais le dire, mes sœurs et mes frères, ce n'est pas une utopie, nous vaincrons si chacun de nous se considère comme personnellement responsable de la victoire. Et je voudrais rappeler ce que déjà je rappelais hier, lorsque Gandhi appelait son peuple à tisser lui-même ses pagnes, et que cet appel fut suivi, il a porté un coup si dur au textile anglais du Lancashire que la plus grande force militaire de l'époque, l'Empire britannique, a été vaincue et que l'Inde a pu conquérir son indépendance. C'est pourquoi je me permets, en dépit des menaces de mort que je reçois chaque jour pour défendre ce projet d'avenir, de vous redire avec confiance ce qu'écrivait Babeuf, l'un des pionniers de l'avenir, la veille de son exécution sur l'échafaud de Vendôme, lorsque la tempête s'apaisera, lorsque les gens de bien pourront respirer assez librement pour pouvoir jeter quelques fleurs sur ma tombe, vous réaliserez ce que les corrompus d'aujourd'hui appellent mes rêves. La force de l'esprit, bon, quand vous avez des convictions fondées sur des examens, sur une recherche, aucune force ne peut vous conduire à vous renier. On a eu déjà l'expérience avec Forisson, on l'a traité devant tous les tribunaux, mais devant les tribunaux, on ne savait pas qui était l'accusé et l'accusateur, parce que les arguments de Forisson, étant irréfutable, on ne peut pas défaire. L'esprit n'est jamais défait. Il n'y a pas de défaite de l'esprit fondée sur l'examen lucide, calme,
des réalités historiques. On ne peut pas réprimer. On ne peut pas réprimer, c'est le même cas. Et pourtant, ça tourne. Vous pourriez toujours nous dire que la Terre ne tourne pas. Oui, si vous me faites peur, oui, bon, la Terre ne tourne pas. Et puis bon, en me retournant, je dirais, pourtant, ça tourne. Donc, et pourtant, les faits sont les faits, et les faits sont têtus. Vous pourriez mettre des lois pour les occulter, mais bon, vous pourriez me faire taire, mais il naîtra d'autres pour remettre en cause les falsifications, fussent-elles légales. In my view, Garodi is one of those unique figures of eternal fighter, of eternal revolutionary. Probably it's difficult now to see his philosophical works as being something very different from others. His great achievement, obviously, was a book against the Zionist mythology. This book was very powerful, and nowadays you can find many people who express similar thoughts, but when he published it, it was quite a unique, quite breaking a new ground. So probably those things obscured whatever else he did before. Sur la question du sionisme, il a disséqué, il a montré le chemin à faire à des générations et des générations. Et c'est à nous, en principe, de continuer dans cette voie, dans la voie de Garodi. Lisez ses livres, c'est essentiellement, il n'y a pas une narration, ce qui a été fait, comme font les historiens, mais c'était plutôt ce qu'on appelle une autopsie du sionisme. La résurrection, c'est tous les jours. في الله لم تهزم ولم تهيني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى